que le nucléaire, l'avenir du nucléaire au Japon, partout dans le monde et en France. J'ai envie de partager avec vous le voyage que j'ai fait à Fukushima au mois de novembre. J'y étais avec Denis Baupin, qui est à cette table. Et c'était vraiment un événement qui a marqué vraiment ma vie. D'abord, il faut vous imaginer la beauté de Fukushima. C'est des paysages très verdoyants, très riches. C'est le grenier du Japon et c'est aussi une région qui est très connue pour la qualité de sa viande, avec beaucoup de producteurs d'agriculture bio. Et évidemment, là où nous étions, on ne voit pas la catastrophe. Le paysage a l'air d'être attirant. Et ce qui m'a choqué le premier, c'est de voir que, alors que nous étions à 30 km de l'épicentre et de Fukushima, des réacteurs, on récoltait le riz. Le riz qui était au fond de la vallée. Et c'était très clair pour moi que ce riz-là était terriblement contaminé. Et connaissant un tout petit peu la nature humaine, la tentation d'écouler ce riz qui n'était pas propre à la consommation existe évidemment au Japon comme il existe partout. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'interdisait pas la récolte du riz? Pourquoi est-ce qu'il continuait à autoriser les récoltes de champignons, de fruits et légumes, en installant des détecteurs ici et là, mais qui ne font que de l'échantillonnage? Et les Japonais que je rencontrais, les parents, expliquaient qu'eux, ils pensaient que ce riz contaminé serait mélangé au riz importé pour que partout, ça soit vendu en dessous du seuil nouvellement fixé, qui était de 500 becquerels au kilo. Et cela a été le désespoir de la population qui cherche à se nourrir sans ingurgiter des becquerels. Et nous avons accompagné des parents dans leurs courses. Nous avons vu dans le supermarché des magnifiques légumes, pas très chers, des choux par exemple. Il y avait deux catégories, des choux qui coûtaient 2 fois plus cher que d'autres, et le chou pas cher, il venait de Fukushima. En même temps, il y avait une incitation à la population de Tokyo d'être solidaire avec les paysans de Fukushima et de acheter. Et nous avons vu des familles qui achetaient donc les deux choux. Le chou de Fukushima qu'ils jetaient et le chou qu'ils espéraient pouvoir consommer sans se rendre malade. Et nous avons vu ces familles qui passent des heures à se nourrir. La provenance des produits ne se lit pas en clair, et donc il fallait un programme de lecture des codes pour savoir d'où venait le produit. Mais cela crée vraiment une phobie de la population. Et les Japonais qui traditionnellement ont confiance dans le gouvernement, je pense que ce qui change actuellement, c'est cette confiance-là, parce que le gouvernement est dans le déni. Et la volonté du déni, de la gravité de cet accident, elle se lie dans le paysage, elle se lie dans le fait qu'on autorise toujours les récoltes. Et j'ai envie de partager avec vous une petite histoire que nous avons vécue, Denis et moi. Nous rencontrions des parents donc, qui avaient pris leur destin en main, et une mère racontait l'histoire suivante. Elle avait fait doser le contenu de césium dans les urines de sa fille dans une des stations installées près de Fukushima par des ONG. Et le médecin lui avait dit: votre fille, elle a des seuils trop élevés, il faut faire attention, il ne faut pas
consommer les produits de Fukushima, et notamment il ne faut pas boire le lait. Or, il se trouve qu'à Fukushima, dans les écoles, le lait est distribué. Donc la maman dit à sa petite fille, tu ne vas pas boire ce lait. Et la maîtresse a fait venir la petite fille de 8 ans devant tous les élèves, lui a fait renverser le verre de lait en lui disant « Tu n'es pas digne d'être japonaise ». Et on imagine la honte de cette petite fille, on imagine la pression qu'il y a sur les familles pour ignorer réellement les conséquences de cet accident. Les gens que nous avions rencontrés disaient aussi que pendant 8 jours, ils avaient été sans aucune information. Et les premiers compteurs GGR sont arrivés par les ONG, par Greenpeace, par la CRIRAD et par le laboratoire de l'Ouest. Et c'est la population civile qui d'elle-même a dressé la carte de contamination de la région. Le gouvernement a donc consenti à évacuer les 20 km autour de la centrale. En réalité, il y avait beaucoup d'autres spots de contaminés et selon la population, selon nos interlocuteurs, pour mettre la population à l'abri, il aurait fallu évacuer sans doute à 80 km, c'est-à-dire 1 million de personnes. Et ça a un coût, et ce coût-là, la société japonaise a refusé de le supporter. Le jour où nous sommes arrivés à Tokyo, il y avait une manifestation devant le ministère de l'économie et des finances, des personnes qui vivaient à 25 ou 30 km de la centrale et qui souhaitaient être indemnisées parce qu'aujourd'hui, si vous habitez à 25 km à la ronde, vous pouvez partir, évidemment si vous avez les moyens, mais on ne vous dédommage pas. Et donc il y a ce déni qui est généralisé, et nous avons entendu Madame Miyoko Schmidt nous dire que seul le médecin qui dirige le programme d'examen de la population pense que lorsqu'on sourit, on n'est pas atteint par les radioéléments. On voit bien que le déni est une politique. Lorsque nous y étions, François Fillon y était aussi. Et son message à lui était « Ne vous inquiétez pas, Areva et EDF, eux, ils savent décontaminer l'eau radioactive. » Et vous avez peut-être observé que récemment, Éric Besson est aussi allé revêtir l'uniforme, si je peux dire, pour tenir le même langage. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nous devons être solidaires, à mon avis, avec la population japonaise, et on voit que les pouvoirs publics se comportent de la même façon, ici et là. C'est le déni. C'est la puissance des lobbies pro-nucléaires qui empêchent que les éléments, les faits deviennent disponibles pour la population. Et s'il pourrait mettre un énorme couvercle sur tout ça, on fait semblant, et finalement, les leucémies, c'est pour dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ce ne seront pas les mêmes gouvernants, et nous verrons bien alors. On a vu dans la catastrophe de Fukushima l'importance de la société civile. C'est elle qui a réagi, c'est elle qui a organisé l'évacuation, qui a organisé les possibilités de diagnostiquer les aliments, par exemple. Donc, en ce qui concerne la France, il y a vraiment une leçon à tirer, c'est qu'il est possible de sortir du nucléaire et qu'il vaudrait mieux pour nous que nous prenions la décision politique de sortir du nucléaire sur une durée suffisante pour nous permettre d'avoir une montée en puissance des énergies renouvelables, de modifier nos habitudes et d'avoir une efficacité énergétique.
Si nous faisons cela, nous allons avoir une meilleure vie. Nous créerons des emplois, nous renforcerons la démocratie locale, nous diminuerons la pression centralisatrice et tout ce qui tient au contrôle de la population parce que le nucléaire, c'est dangereux. C'est surtout ça que nous devons peut-être réaliser aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que au Japon, avec le tremblement de terre, qu'il y a des risques. Ce risque existe aussi en France. Nous avons frôlé la catastrophe à plusieurs reprises, et notamment lors des tempêtes à la fin du siècle dernier, près de Bordeaux, à la centrale du Blayais, où finalement nous devons à la direction des vents de ne pas avoir eu un accident majeur, et aussi à la veille qu'il y avait ici, parce que nous allions passer l'an 2000 et que tout le monde était sur le pont. Selon Bernard Desponches, la probabilité qu'il y ait un accident majeur en Europe et en France, elle se calcule, elle est de 1 chance sur 6 tous les 10 ans, dit-il. Et donc c'est comme un revolver avec un barillet. Vous tirez la balle et vous avez 1 chance sur 6 qu'elle sorte. Et ce que nous savons, c'est que l'accident nucléaire, ce n'est pas un accident industriel, que les conséquences sont réellement inhumaines, que ça rend les territoires inhabitables pour des dizaines et des dizaines d'années, et s'il y a du LOX, pour des dizaines de milliers d'années. Imaginez cela, imaginez que toute la région du Bordelais soit impropre à la production du vin. Ça serait même, sans parler des accidents, je veux dire, sans parler des atteintes à la santé, imaginez les conséquences de cela. Il y a des scientifiques qui essaient de chiffrer le coût d'un accident. C'est dans le rapport de la Cour des comptes. Ils disent que pour les 3 Islands, c'est à peu près 80 milliards. Et pour Fukushima, c'est 1000 milliards. Alors venez dire après cela que le nucléaire n'est pas cher. C'est surtout stupide, c'est dangereux. Et l'énergie nucléaire sort aujourd'hui au même prix que l'énergie éolienne. Alors qu'est-ce que nous attendons pour changer de paradigme, pour prendre la décision politique, comme l'ont fait les Allemands, comme l'ont fait beaucoup d'autres pays. Nous aussi, nous voulons sortir du nucléaire, car le risque est inutile. Je suis la seule dans cette campagne à porter la sortie du nucléaire et aussi le désarmement nucléaire. Quand je dis la seule, j'ai entendu François Hollande l'autre jour dire que même l'EPR de Penly, on allait voir. Il n'est pas du tout dans l'esprit de fermer les centrales nucléaires. Nicolas Sarkozy, nous savons que c'est un pro-nucléaire à fond, et même François Bayrou n'est pas pour la sortie du nucléaire. Donc si vous pensez que c'est un risque que vous ne voulez pas prendre, ni pour vous, ni pour vos enfants, mais votez pour moi, pour créer un rapport de force dans toute la vie.